Bon, si t'es arrivé sur cette vidéo, c'est que comme moi, t'es passionné par le monde animal. Aujourd'hui, je t'invite pour une visite un peu spéciale en plein cœur du Périgord pour aller visiter le parc sauvage. Il y a Alexandre, le gérant du parc, qui a accepté de m'ouvrir ses portes pendant la saison hivernale. Alors, je vais partir dès demain matin, j'ai quelques heures de route et j'aimerais vous partager tout ça au cours d'une vidéo qui présentera le parc, mais aussi le parcours de vie d'Alexandre qui est un petit peu hors du commun, tous ces projets qu'il mène à travers le parc sauvage, l'aspect pédagogique de ce projet-là autour des différentes espèces qui sont présentées, leur histoire. Je vais passer la journée avec lui dès demain et grâce à la magie du montage, vous verrez tout ça en un clic. Alors on va découvrir ensemble le parc sauvage, attache sa ceinture, c'est parti. Bon bah comme je vous disais, on se retrouve aujourd'hui au parc sauvage avec Alexandre qui nous accueille. Donc merci à toi. Merci d'être venu jusque-là et Ouais. bonjour, bienvenue dans mon univers. Alors, c'est surtout un rêve de gosse. Ouais. En soi, ma mère m'a emmené voir un spectacle de fauconnerie en Seine-et-Marne. Ok. Et en sortant du spectacle, je suis allé voir, sans savoir, le responsable de ce parc-là. Je dis plus tard, je ferai comme toi. Et de là, en fait, le monde animalier, je m'en suis pris de passion, à lire beaucoup de bouquins, à regarder le moindre documentaire, à passer des heures et des heures dans la nature, à aller percevoir le chevreuil qui se baladait dans le coin, essayer de trouver le nid de buse. Voilà, Ah, t'étais pas souvent à la maison quoi. très rarement à la maison. Alors ici, c'est l'enclos de nos chiens loups. Alors c'est pas les chiens loups tchèques ou chiens loups de Sarlo, ça n'a rien à voir. Ici, c'est des chiens loups américains et européens. Mhm. Alors celle qui est là juste devant, vous voyez, Elle fait la belle. Hop. qui nous fait la belle, bah oui, tu as bien raison. Ok. Et c'est des animaux qu'on peut pas mettre malheureusement malheureusement ou heureusement, entre toutes les mains. Mhm. Il faut quand même avoir quelques connaissances animales, il faut savoir se comporter avec ce type de chien-là, qui est très caractère lupoïde, très loup. On n'entre pas dans les chiens catégorisés pour autant. Pas du tout, Donc monsieur, madame, tout le monde peut l'avoir. tout à Par fait. contre, attention. Voilà, très attention. Ce qu'on a comme enclos, avec une clôture à 2 mètres de hauteur, électrifiée autour, il faut l'avoir. Ok. Sinon, c'est un chien, au vu de la polémique qu'il peut y avoir autour du loup, ça Mhm. peut être des chiens qui peuvent causer vraiment de gros soucis d'image et qui n'hésiteront pas à aller s'attaquer à un mouton, une chèvre. Voilà, ils savent, eux, dans leur tête, ils sont loups, ils sont pas Ok. chiens. C'est pas Kiki à mamie vautré sur le canapé. Désolé, c'est de l'image, Non mais c'est mais un peu ça. ouais. Ils cherchent à se camoufler au maximum, mais toujours en cherchant à nous repérer. Alaska, qui était en face, Mhm. vient de se basculer tranquillement. Il est là-bas, dans l'axe, Ouais. et pour nous surveiller. Et Ok. l'objectif, c'est de nous surveiller absolument. Ce projet-là, premier coup de pelle, c'était quand? Premier coup de pelle, le 4 avril 2018 précisément. 1 an de travaux pour Ok. ouvrir le parc jusque là où on était la première année, en 2019. Donc les gens en fait avaient accès uniquement à la partie ferme de conservation et pédagogique. Donc on avait des ânes, des chèvres, des moutons, chevaux, etc. Mhm. Vraiment, c'est la découverte pure et dure. Là, c'était vraiment pour les tout petits. Et ensuite, sont arrivés courant 2018, est arrivé Alaska, notre chien loup. Ouais. Et ensuite, on a complété avec Rivena, qui est dans l'enclos aussi, la femelle. Mhm. Et puis l'année suivante, les 2 petits bébés qui sont nés. Et ensuite, 2020, voilà, on a essayé d'ouvrir 2020 parce qu'il y a eu, je crois, une petite maladie là, qui se baladait un peu partout en Ouais, France. j'ai entendu parler, je Enfin, crois. une petite grippe, Quand tous un les petit rhume. Chinois. Enfin, Là, c'était compliqué. On devait ouvrir la partie fauconnerie. On l'a ouverte Mhm. sur les peu de temps en fait, où on pouvait ouvrir. Mais voilà, 2020, on a pu ouvrir le reste du parc avec la fauconnerie, les présentations pédagogiques et ce qu'on appelle le parc de vision, là où on a tous les cervidés. Cerfs, biches, daims, sangliers. Et il a fallu surtout adapter ce parc à l'environnement présent, à installer toutes ces clôtures-là sans avoir le minimum d'impact, Mhm. à faire que tous les aménagements puissent s'intégrer pleinement dans l'environnement présent. Mhm. C'était ça qui était le plus compliqué. Que vraiment Pepper Rocks, c'est l'une des mascottes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en me demandant tout de suite «Il est où l'enclos de Rox?» Mais il fait partie de ceux voilà, que les gens adorent venir voir parce que Mhm. d'ailleurs c'est un petit clown. Il l'a dans le regard, hein. Il a Ouais. le regard clown, hein, mon Il pépère. est vif. Puis en même temps, on a tellement peu l'occasion de voir un renard d'aussi près. Généralement, malheureusement, quand on le voit, il est au bord de la route et il s'est fait taper par une voiture ou un camion. Donc là, au moins, ça permet de vraiment observer, de voir comment cette petite bébête elle est faite. Et puis on a nos animations, quand le parc est ouvert à 10h30, on a une animation autour du renard. D'accord. Et ça permet de parler aussi de cet animal-là, qui a une très mauvaise réputation, le fameux tueur de poules. Oui, quand il va dans un poulailler, il fait des dégâts, je vais pas dire le contraire. Comprendre pourquoi il fait ça et par contre, quel est son rôle dans l'environnement. Parce qu'on ne l'aurait pas, on serait envahi de rats, de souris, de tellement de choses qui causeraient des dégâts plus qu'on imagine. C'est un régulateur. Alors, il n'est pas super prédateur. Voilà, le Ouais. loup pourrait être au-dessus. Dans le Jura, le lynx, je pense qu'il peut s'y attaquer. On a aussi un animal qui agrandit son territoire, c'est le chacal doré. En France? En France, oui, oui, dans le Ok. nord-est de la France. Et ça commence à descendre tout doucement du côté des Alpes. Mhm. Eux, ce sont des super prédateurs. Donc, s'ils s'attaquent au renard, oui, ils peuvent le réguler, ils peuvent l'attraper, je pense, sans souci.
Mmh. Bon, après, il faut galoper vite, hein, parce qu'un renard, c'est quand même vif. Et donc là, on arrive à la fauconnerie, c'est ça? C'est ça. En fait, la fauconnerie, ça attire beaucoup de monde, mais des personnes de très très loin. Enfin, moi le premier, hein, avant que j'ai le parc, je savais qu'il y avait une volerie quelque part. Enfin, j'ai fait quasiment, je crois, toutes les voleries de France, ou au moins 90% des voleries. Et après, nous, on le voit ici au parc, on a des personnes qui viennent, qui font des bornes juste pour la journée, mais c'est impressionnant. Pourquoi c'est aussi recherché? Bah, on a la possibilité de côtoyer des prédateurs qui ont une certaine image, le rapace, l'aigle, le faucon, la Mmh. buse. C'est une connotation quand même vraiment, vraiment particulière où on en a peur, mais on est aussi quand même très, très impressionné par ces oiseaux. Ils représentent une certaine valeur aussi. C'est des animaux quand même un peu particuliers. Bah, le faucon pour le roi, les empereurs avec les aigles, les nocturnes plus le côté sorcellerie. Toute cette croyance qu'on a dessus qui est quand même, on est comme tous comme des gosses. Mais même moi le premier, même si je travaille tous les jours avec, je vais dans un autre parc comme un gamin. Je revois un hibou grand-duc. On en a 7 sur le parc. Je suis quand même comme un gamin parce que Tu waouh, redécouvres. un hibou grand-duc. Et pourtant, mon premier hibou grand-duc, je l'ai depuis, oh là déjà, au moins 21 ans, 20, Tu peux 21 baisser ans. la date. Non, je rigole. Non, 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 faut que je sois honnête, c'est vraiment j'ai pas une espèce en particulier de préférence. Après, on a toujours des affinités sur, l'entraînement ou, le vol de certains oiseaux. Je deviens de plus en plus, passionné sur le vol des faucons parce que là, on travaille sur, quelque chose de très, très intéressant, à chercher à faire monter les oiseaux très, très haut. On a par exemple notre faucon pèlerin, Bouchou, où, on travaille avec lui en spectacle avec un drone. On le fait grimper en hauteur. Il monte à peu près en spectacle à une trentaine de mètres, mais on a le record avec lui de mémoire, je crois que c'est 170 mètres de haut sur l'aire de spectacle. Il monte et en fait sur le drone, on installe sous le drone une petite ficelle avec de la nourriture qui est accrochée à un parachute. Et lui, l'objectif, bah, c'est d'aller attraper cette nourriture. Et c'est super parce qu'on voit vraiment voler, jouer avec le vent, avec la topographie. Parce que du coup, tu remarques différents comportements en fonction des entraînements que tu vas leur donner. Chaque spectacle est différent? Tous les spectacles sont Ouais. totalement différents. On essaie à chaque fois d'appuyer sur le comportement du moment de l'oiseau. Plusieurs fois avec Célia, on a fait un début de spectacle où c'était telle chose qui était prévue. On n'a absolument pas fait parce qu'en fait les oiseaux sont partis complètement en vrille. Il y en a un qui n'est pas rentré au moment qui était prévu, donc on n'a pas pu lâcher. Donc il a fallu réadapter, réorganiser. Un oiseau qui n'a pas envie de voler alors que le matin il avait super bien volé. Bon, bah on réadapte et puis c'est pas grave, c'est les aléas. On travaille avec du vivant, avec des animaux, mais surtout on essaie de jouer avec leur comportement à eux. Et s'ils n'ont pas envie, bah, ils n'ont pas envie. Il y a des spectacles où certains oiseaux, on les a pas sortis parce que on a bien compris qu'ils n'étaient pas motivés à vouloir voler. Donc c'est pas grave, on a fait le spectacle sans eux et on les sort après autrement, de façon à leur permettre d'évoluer et de vivre pleinement leur journée sans problème, sans contrainte. Parce que là, depuis tout à l'heure, vous entendez sûrement un petit cri. On a le droit de dire ce que tu as dit tout à l'heure, pourquoi elle crie? Vas-y. Parce que c'est une femelle. Elle gueule pour pas grand-chose. Donc ça, c'est une femelle d'aigle des steppes qui est arrivée il y a 1 an et demi. Ouais. Et on a fait cet été une grande volière avec des scouts d'Essonne pour justement mettre le couple. On avait Pia Pia, donc la femelle, et Loki qui est juste là-haut sur le Qui nid. nous regarde. Il est un peu plus calme, mais des fois il fait comme notre mémère, comme Pia Pia. Il y a une raison particulière pourquoi elle crie autant? Je pense que là, ça commence à la travailler. Là, on est vraiment à la fin de l'hiver, donc ça commence à travailler les hormones. Toutes les périodes nuptiales sont en train de commencer pour quasiment tous les oiseaux, Tous les rapaces, c'est cyclé début printemps, en fait. à peu près. Enfin, le- Après, ça dépend des espèces. Certaines sont un peu plus précoces. Par exemple, l'arfan des neiges, Ouais. dès le mois de novembre, on va avoir des débuts de paranuptiales. On va avoir sur d'autres espèces, les caracara, qui sont des oiseaux qui ressemblent à des buses, mais qui sont dans la famille des faucons, qui eux vont plus se déclencher au mois d'avril. Mais parce qu'ils vivent dans un univers, enfin dans un monde qui est un peu plus chaud, en Amérique du Sud. Mmh. Donc voilà, en fonction de là où ils vivent, ils commencent leur paranuptiale à ces moments-là. Alors là, bon, je sais pas si vous les verrez, mais je pense que ça doit être l'une des espèces de chouettes les plus connues. Pas une chouette d'ailleurs. L'Arfang des neiges. C'est ça, l'arfan des neiges. Tu as dit que c'était une chouette. Ouais. Je le Ouais. redis, mais en fait, tout simplement, c'est une erreur, mais sans être réellement une erreur. D'accord. Elle a été classée par les scientifiques pendant des années dans la famille des chouettes. On l'appelait la chouette arfan des neiges, mais elle a été reclassée dans la famille des hiboux parce que tout simplement, elle a la morphologie du hibou et elle a une partie morphologique qui est synonyme du hibou, c'est les aigrettes, les petites plumes sur le haut de la tête. Alors on les voit très mal chez l'arfan. On aperçoit un petit peu quand elle tourne la tête, on aperçoit l'ombre sur le haut de la tête au-dessus des yeux. C'est des toutes petites aigrettes chez D'accord. elle. On le verra après, on a les grands-ducs d'Europe où on les voit vraiment très 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 Mmh. bien. Un hibou a des aigrettes, une chouette n'en a pas.
Mmh. Puis après, ce qui a pas aidé, c'est Harry Potter, hein. D'ailleurs, je vais balancer sur Harry Potter. Dans les premiers épisodes, Ouais. Edwige est toute blanche. Sauf que chez l'Arfan des Neiges, le mâle est tout blanc. La femelle est blanche, immaculée de noir, avec plein de petites taches noires. Du coup, on nous a menti depuis petit, en fait. Voilà. Ah voilà, désolé. On a un enfant qui était, enfin un enfant, un ado. Ouais. Quand j'ai sorti ça sur une visite guidée, elle était choquée pendant toute la fin de la visite. Pourtant, ça change pas grand-chose à l'histoire, ou bien c'est Oui, pas très voilà, grave, oui. mais Et en fait, il pensait que c'était la même, mais qui avait avec un plumage qui avait évolué. Donc je lui dis, les oiseaux, c'est pas des Pokémon, ils évoluent pas au fur et à mesure des années. Le plumage, ils l'ont, c'est bon, Ouais. ils l'ont, c'est fini. Je Voilà, vois. là on le voit avec les hiboux, on les voit bien avec leurs Ah oui. aigrettes. Là, c'est hibou grand-duc d'Europe. Alors la première, celle qui nous regarde bien, les yeux ouverts, c'est Xena. C'est elle que j'ai depuis bien longtemps, depuis 21 ans. Et D'accord. derrière, on a le mâle qui est là. Avant le parc sauvage, ils étaient où tous ces animaux? Bah, ils étaient avec moi, alors j'étais à un moment sur la Cano, je suis parti en Normandie et je suis reparti sur la Cano et ensuite on a eu le parc, ici. D'accord. Donc les oiseaux sont venus, alors avant j'en avais pas autant. J'avais 4-5 oiseaux, j'avais pas comme on a ici à peu près une soixantaine de rapaces. La capacité à les détenir, à les présenter au public, comment t'expliques ça? C'est une formation particulière, un diplôme, quelque chose? Le certificat de capacité, c'est, une autorisation administrative qui est OK. délivrée par le préfet et pour pouvoir l'obtenir, donc c'est déjà un bon dossier à monter. On parle de dossiers qui font quasiment 1000 pages. C'est des beaux romans où en fait on détaille tout le fonctionnement de l'établissement, Mmh. les espèces que l'on veut, les connaissances que l'on a envers ces espèces et surtout, et c'est ça qui valide aussi la partie administrative du dossier, c'est l'expérience. On a un texte, l'arrêté de septembre 2001, Mmh. qui définit les conditions d'expérience à avoir. Donc pour certaines espèces, ou groupes d'espèces, il faut à peine 2 ans, d'autres il faut 5 ans. Quand tu parles d'expérience, c'est expérience avec l'animal, avec le Oui. public? L'expérience avec l'animal dans la demande qui est faite. Par exemple, 5 ans d'expérience en présentation publique ou en uniquement élevage. Ou on peut aussi avec les rapaces faire ce qu'on appelle le l'effarouchement, utiliser les rapaces pour faire peur à d'autres oiseaux, enfin à d'autres animaux pour faire de la régulation. Comme on voit dans les champs des faux rapaces C'est qui ça, tournent. c'est OK. ça. Mais là on le fait avec des vrais. Donc ça veut dire qu'avant de les présenter au public, tu peux avoir la capacité de les avoir chez toi, ou Mmh. alors le point de départ, c'est admettons, demain j'ai envie d'ouvrir une volière publique. Je ne connais rien, je suis juste passionné. Euh, Quel est le point de départ? Le point de départ, ça va être l'expérience alors professionnelle ou associative. Ouais. Moi, mon début d'expérience, ça a été mon stage de troisième en volerie de fauconnerie. Mhm. Et après, c'était vraiment plutôt mon contrat de travail en volerie de fauconnerie. Et ensuite, on accumule l'expérience, soit proprement dit dans une structure, ou en faisant des formations. Par exemple, dernièrement, on a fait une formation avec une association sur les corvidés. On continue à améliorer ses connaissances. Le fait d'avoir ces animaux aussi, on accumule de la connaissance et bien évidemment de l'expérience. En intervenant et en s'engageant associativement dans différentes assos, également, on prend de l'expérience, on côtoie aussi des personnes pour pouvoir justement gagner encore en expérience et en compétences pour pouvoir répondre à toutes les obligations réglementaires, mais surtout notre obligation, et qui est pour moi la première, Mhm. c'est que nos animaux aillent le mieux possible. Ils ont besoin de nous pour pouvoir survivre. Donc on se doit d'avoir Le meilleur pot, en fait. Ça. voilà, Enfin, je dis le tout ce qu'il meilleur, faut. mais c'est ce qu'il faut, tout simplement. Tout ce qu'il faut, et pas que le minimum syndical. Mhm. Il y en a beaucoup qui malheureusement se limitent au minimum. Mhm. Alors c'est pas le minimum qu'on doit leur apporter, c'est vraiment le maximum. Mais en fait, la terminologie de bien-être animal n'a pas été amenée par les Ah, on est pas sur France propriétaires 3, c'est bon. par les propriétaires de parcs ou d'animaux, etc. Ça a été amené par des extrémistes, les extrémistes, animalistes, spécistes, par rapport justement où ils nous taclaient beaucoup les parcs zoologiques, alors que nous, si on n'est pas là, parc zoologique, ben en fait, la protection de l'animal, la connaissance de l'animal et la conservation, ça disparaît totalement. Il y a des données qui ont été sorties, je crois que c'était à peu près 55% des espèces animales ne seraient plus sur Terre si les parcs zoologiques n'avaient pas été là. À ce point-là? L'impact du parc zoologique a été énorme. Si on a autant de connaissances sur l'animal, Mhm. c'est OK, on les a découverts in situ, donc c'est-à-dire dans leur environnement, Ouais. mais aussi on les a découverts aussi autrement, ce qu'on appelle ex situ, en dehors de leur environnement naturel, et en étudiant, en comprenant pourquoi ils ont tel comportement, pourquoi ils font ça, et ça a permis de mieux les protéger dans la nature. Et cette captivité-là, en fait, a énormément aidé. C'est sûr que le bien-être animal, mais c'est une évidence dans les parcs. En fait, notre première mission dans les parcs, c'est pas la présentation publique, c'est vraiment la conservation et la recherche scientifique. D'accord. Et en fait, la plupart des parcs, alors nous, à notre niveau pour l'instant, malheureusement, on n'a pas le temps, on a encore trop de travaux à traiter, mais c'est de diffuser nos recherches
et ce que l'on a pu découvrir au travers de tous les animaux qu'on a pu avoir. Et c'est pour ça que la plupart des ouvrages qui sont sortis, c'est généralement des personnes qui travaillent en parc zoologique Mmh. ou des vétérinaires de parcs zoologiques qui ont publié ou qui ont diffusé ou qui partagent leurs connaissances sur les plateaux de télé. On est là pour, en fait, pour partager notre passion et tout ce qu'on a la chance de vivre tous les jours. Tu peux dire que tu es un peu chercheur, malgré toi? Bah, on est indirectement chercheur. Ouais. Indirectement, on est chercheur. Toi, à ton échelle, est-ce que tu aurais peut-être un exemple, d'un impact tangible que le parc sauvage aurait pu avoir sur une personne qui arrive avec des idées préconçues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises en soi, hein, mais et que toi, grâce à la pédagogie que tu fais ici, à l'intérêt de ce parc, la personne quand elle sort, elle se dit: «Ah, je pensais pas ça». Alors nous, l'impact qu'on peut avoir par rapport au parc, je pense surtout, c'est par rapport à la façon dont on aménage en laissant la nature vraiment reprendre ses droits. Mmh. On a beaucoup de personnes qui sont reparties en disant «Oh, le parc, il est sale», malgré les panneaux pédagogiques en expliquant pourquoi bah, c'est pas tondu à 4 millimètres et demi partout Mmh. et qu'on laisse pousser bah, les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qui sont en réalité des herbes tout court, des plantes. Beaucoup de personnes se rendent compte que ce qu'ils avaient l'image de mauvaises herbes, à l'inverse, elles ont un impact, un intérêt énorme dans notre environnement Mmh. et que c'est en passant par le parc qu'elles ont pris conscience de ça. Alors, je vais pas faire le commentaire pub en disant oui, C'est ici mieux. c'est familial, c'est mieux, c'est trop bien. En fait, ce qui fait que le parc est vraiment un parc vraiment à part entière, c'est le fait qu'on soit extrêmement nature. Mmh. Même si beaucoup de parcs sont très ancrés naturellement. Là, ici, en fait, l'objectif, c'est d'avoir un zéro impact sur l'environnement. On se retrouve vraiment, on a l'impression d'être chez les animaux et pas, on n'a vraiment pas l'impression d'être dans un parc zoologique. On a l'impression de se balader, la balade que l'on fait, on a l'impression d'être dans la forêt, puis on se Ouais, balade sur un chemin forestier. c'est l'impression qu'on a depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous le voyez très bien parce que je cadre évidemment sur, Alexandre qui est en train de nous parler, mais là, autour, c'est le parc sauvage aussi, C'est le quoi. parc sauvage, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle le parc de vision, on est dans un enclos, dans un parc immersif, Mmh. au cœur de nos cervidés. On a les daims, on a les cercicas qui sont là. Voilà, nous, c'est vraiment notre particularité. On n'a pas 50 000 personnes par jour qui viennent, ce qui fait que aussi, on est très abordable pour le public. Quand j'ai voulu créer ce parc aussi, il y avait quelque chose que je voulais faire, c'est de pouvoir prendre le temps avec les visiteurs, d'aller Mmh. discuter avec eux, d'aller répondre aux questions ou de ne pas hésiter à pouvoir me rendre disponible pendant 10 minutes ou un quart d'heure avec un visiteur parce qu'il voulait peut-être plus d'informations sur telle ou telle chose. Et ça, c'est ce qui fait, enfin, pour moi, toute la différence où les grosses structures ou les très grosses Mmh. n'ont pas forcément le temps. Si, ils ont leur temps de leur animation. Et Après, ils ont tellement de boulot, les soignants ont tellement de boulot que bah, ils ne peuvent pas prendre le temps de discuter avec les ouais, visiteurs. c'est Et j'ai l'image d'un ancien directeur de parc qui malheureusement est décédé, Monsieur Masquefa, qui d'accord. était en Seine-et-Marne. C'est vraiment le cliché du papy qui se balade dans son parc et qui va discuter avec tout le monde, qui va se poser sur un banc ou payer un café à des visiteurs. Moi, je suis directeur, ouais. Mais ouais, mais ça faisait toute la différence. Alors certes, le parc en question a bien évolué depuis, Mmh. mais voilà, c'était un directeur de parc qui n'hésitait pas à discuter et à se rendre disponible pour les visiteurs. Et j'ai vraiment l'image de Monsieur Masquefa qui était comme ça, qui allait à l'entrée du parc, allait payer le café comme ça, une famille, pour discuter, parce qu'ils avaient eu une question ou quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé ça, c'est exceptionnel. Et pouvoir le faire là, ici, mais moi, enfin, c'est un véritable bonheur. Mmh. J'ai pas de mots pour exprimer réellement, mais voilà, j'hésite pas. Et puis moi, ça me fait ma petite coupure dans la journée. Ça permet de vraiment profiter et de faire passer aussi un autre message et de casser un petit peu cette image qui est amenée par les assos de protection animale ou les antispécistes qui veulent tous les animaux dehors. Que les parcs, non, il y a un intérêt qui est en conservation Mmh. qui est énorme. On a vu des antispécistes et une asso de protection animale qui a voulu racheter un parc en France. Ah, en Bretagne, de mémoire, Oui, oui. le Ouais. zoo de Pont-Scorff. Ils ont fait Carnage. un carnage horrible. Le réensauvagement, il faut arrêter de vouloir réensauvager des animaux qui sont nés en captivité depuis des générations et des générations, Mmh. pour au bout du compte tuer un nombre d'animaux qui était énorme. Alors que tout le monde leur a dit, scientifique, parc, partez, vous allez droit dans le mur. C'était très bien repris. Ils sont en train de recréer une structure
superbe. Vraiment, ils font un boulot super. Ça a changé de nom, non? Je crois que c'est. Ah oui, les Natae, terres de Natae. Terre de Terres de Natae, c'est Natae, ça. c'est ça, bingo. Et pour le coup, ils ont fait un super truc. T'as pas eu d'associations qui se sont dressées contre toi ou d'autres groupes, mouvements? Non, on n'a pas eu de. Par contre, on a eu la police de l'environnement, l'Office français de la biodiversité, qui ont été nuisibles pour nous. Il y a 2 ans, ils sont venus faire une perquisition monstrueuse au parc parce qu'on est des grands délinquants, on fait du trafic d'animaux ici. Ça se voit. On fait du trafic de bisounours. Et malheureusement, leur contrôle, donc perquisition de mon appartement, mais aussi du De parc. tout en fait, que Ah ce oui, soit oui. public ou privé, quoi. Ah oui, oui, donc ah oui, oui. Bah, clairement, c'était pour de la détention illégale, du trafic d'animaux, du travail dissimulé, du détournement de fonds, de l'abus de biens sociaux. Ah oui, vraiment la totale énorme, hein. Pendant leur perquisition, ils ont tué un oiseau. Voilà, une espèce protégée, un faucon sacre précisément. Ils ont saccagé un hibou grand-duc parce qu'il a fallu les capturer, certains animaux, pour qu'ils contrôlent les bagues. Les bagues, alors, on ne le voit pas, c'est les 2 exemples, c'est mauvais exemples parce qu'eux, ils ont des puces. Mais la plupart des oiseaux ont des bagues avec un numéro qui permet d'avoir, c'est leur identification. Chaque animal doit avoir une identification, c'est obligatoire, Ça c'est la passe loi. par l'ICAD aussi, comme pour les animaux domestiques, peut-être? Alors non, on a un autre registre qui est un peu dans le même style que ICAD. Ouais. ICAD, c'est pour, ça veut dire identification des carnivores domestiques. Et là, il y a un nouveau système qui est en train de se mettre en route pour nous. Mais nous, en plus, on a une contrainte, c'est qu'on a un registre d'entrée et de sortie des animaux à devoir avoir. Donc, un animal qui arrive, on est obligé de mettre tel jour, enfin, oui, si tel jour, telle identification, telle espèce, avec tel papier, les origines, etc. C'est extrêmement carré. Encore heureux. Suite à la perquisition, donc j'ai été ensuite auditionné pendant plus d'une journée, une journée en garde à vue. Ouais. Et puis on est convoqué au tribunal le 20 juin prochain pour cette fameuse grande liste qui s'est réduite en fait à uniquement 2 oiseaux sur lesquels il y avait une case qui était mal cochée. Quand tu dis une case mal cochée, c'est littéralement une case mal cochée sur ton registre. C'est ça. Tout ça pour résumer que les parcs zoologiques, c'est pas des gros méchants. Pas tous. Non, pas tous. Il y en a certains qui font du grand n'importe quoi. Il y en a certains qui essaient depuis des années de monter des parcs et qui n'y arrivent pas parce que justement l'administration les connaît et savent très bien qu'il faut pas parce que ça va finir très mal. Quand on a la possibilité d'avoir une autorisation d'ouverture d'établissement pour créer un parc, c'est qu'on la mérite. On s'est battu pour l'avoir. Le dossier est très conséquent. C'est pas n'importe qui peut se permettre. Tout le monde peut le faire. Mais derrière, il faut avoir ce qu'il faut et surtout, il faut avoir les épaules pour pouvoir tenir. Et je ne pense pas sur l'aspect financier, rien que sur l'aspect psychologique. Mais il faut se dire qu'ici, là où on est, donc c'était une grande clairière avec rien du tout. Et j'avais de l'herbe jusque là. Je mets bien dans l'axe, hop là, au-dessus de moi. Et il a fallu tout débroussailler avec une débroussailleuse. Je crois que j'ai eu 6 mois de nettoyage de terrain à faire que ça. Avant de vraiment peut-être planter un piquet ou quelque chose. C'est ça. T'aplanis, quoi. C'est ça. On remet tout à plat, au propre, pour essayer de voir un petit peu plus et essayer d'imaginer aussi où mettre quoi, quand, comment. Par exemple, si on a mis notre aire de spectacle à cet endroit-là, c'est parce qu'il y a un intérêt. Le soleil tape fort dessus, donc ça crée des ascendants, un petit ascendant thermique, ça chauffe le sol. Et les oiseaux, pour voler, ça les pousse un petit peu. À l'inverse, on ne l'aurait pas mis de l'autre côté parce que c'est à l'ombre très rapidement, donc c'est refroidi. Et on a vu que les oiseaux en volant, là ils volent très bien, par contre ils volent là-bas, ils se font un petit peu écraser au sol, ils ne peuvent pas voler correctement. Parce que l'air est descendant du coup. C'est ça. Okay. L'air froid va venir redescendre au sol alors que l'air chaud va venir s'élever. On se dit que responsable de parc, c'est le plus beau des métiers. Non, c'est le pire, j'ai envie de dire, des métiers parce qu'on est beaucoup dans un bureau, chose que je refuse. L'administratif, c'est énorme. Entre les registres, entre la comptabilité, entre la communication. On n'est qu'une toute petite structure. Donc on est 2 en permanence, puis après on a quelqu'un qui vient en saison. Et ensuite c'est énormément de travaux. On pense que en fait on passe notre temps à faire des gratouilles, des papouilles aux animaux, mais c'est pas vrai. En fait les animaux, on les voit tous les jours, mais on peut pas prendre le temps qu'on aimerait prendre vraiment à passer du temps avec eux. Enfin moi en tout cas mon rôle dans le parc c'est surtout c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de travaux. La plupart des installations c'est moi qui les ai faites avec mes pauvres petites mains. Enfin ce qu'il en reste. Et ensuite, les filles à côté, elles sont plus sur la partie nourrissage, nettoyage. Et viennent en renfort me donner de l'aide, et beaucoup d'aide d'ailleurs, quand je suis sur la construction. On accueille tous les ans des stagiaires sur des périodes de 2 mois, de façon à pouvoir leur faire découvrir ce que nous on vit, leur amener de l'expérience, pour beaucoup d'intégrer les écoles de soigneurs. Et ensuite, sur des travaux, sur des coups de main, oui, on est toujours en recherche.
On a un gros chantier qui est en train de commencer sur l'aire de spectacle où il faut qu'on ramasse partout dans le parc du caillou pour pouvoir faire la nouvelle zone pour pouvoir s'asseoir dans des gabions. Mmh. On a des anciennes installations qu'on a totalement détruites et sur lesquelles on va construire 3 volières à la place. Ok. Donc sur ça, voilà, c'est des choses ponctuelles sur lesquelles oui, on a besoin de coups de main. Et plus on est, et plus ça sera vite fait, et plus ça sera agréable. Il y a beaucoup de sacrifices. Par exemple, les vacances, ça n'existe pas. Mmh. Alors, quand on est salarié, oui, oui, il y a les 5 semaines de congé ou 6 semaines, je ne sais plus, Je crois que c'est 5. de congé. Mais là, moi, avec ce que je fais, alors déjà, dès que je pars du parc, ne serait-ce qu'une journée, il y a un problème dans le parc. Ma vie, c'est ça, je suis obligé de rester ici, j'ai pas le choix. Après, ça ne me dérange pas d'être là tous les jours. Mais voilà, il y a les conséquences que ça peut avoir sur Mmh. la vie familiale aussi. Il faut être D'accord. conscient qu'on n'a plus de vie. Même si on peut avoir des activités à côté, clairement, on n'a pas de vie à côté, hein. Si dans la nuit, j'ai une alerte parce que l'électricité a sauté ou une caméra qui m'annonce qu'il y a une intrusion, Mmh. de jour comme de nuit, il faut être Bah, t'y vas, quoi. à 200%, qu'on soit de bonne humeur, de mauvaise humeur, qu'on soit en bonne santé comme malade. Ouais. On n'a pas le choix. Mmh. Il faut être là. On est là pour prendre soin. C'est nos protégés, ces animaux. Donc, c'est à nous de devoir assurer sans limite notre disponibilité pour les animaux. La seule chose qui me dégoûte un petit peu, c'est l'aspect administratif où plus on avance et plus on a de l'administratif à faire. Mmh. Que ça soit difficile sur le terrain, je m'en doutais très bien. Mmh. J'ai travaillé dans des structures où c'était difficile et puis c'est normal. Il y a un moment, on travaille dehors, Mmh. on subit certainement les saisons. On pense tout de suite à l'hiver, mais on pense pas forcément aussi à l'été quand on a les pleines canicules, Ouais. où c'est très très dur d'avancer. Mais l'aspect administratif, je ne m'attendais pas à ce que ce soit C'est aussi contraignant. contraignant. On perd des moments, on pourrait passer avec les animaux, où on perd tellement de choses. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Ça, c'est le retour. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci surtout d'être venu jusque-là. Ouais. Parce qu'il y a un peu de route quand même. Et surtout, merci de mettre en valeur le parc parce que c'est tous ces reportages et toutes ces mises en avant qui vont faire que le parc Mmh. va prendre une ampleur et va surtout avoir l'impact qu'on veut qu'il ait pédagogiquement Mmh. et surtout sur la conservation des espèces. Je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu voudrais dire au petit Alexandre qui est à côté de toi, qui a 9 ans, qui fait ses dessins? Et toi qui as réussi à monter ce projet, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Baisse pas les bras, il va y avoir beaucoup d'embûches, mais baisse pas les bras. Parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embûches et à chaque fois, il a fallu se battre à 200% et garder cette motivation toujours présente. Mais je m'inquiète pas, celui d'Alexandre, de toute façon, il va y arriver. Ouais. Bah, merci à toi. Mais de rien, et à très vite, j'espère. Ouais. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bon, on est quelques jours après la fin de ce reportage et je tenais encore une fois à remercier chaleureusement Alexandre de m'avoir accueilli pendant toute la journée qu'on a passé ensemble au Parc Sauvage. Ça a été une superbe rencontre et j'espère que vous avez pu l'apprécier au travers de ce reportage. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et partagez-le auprès de vos amis qui puissent découvrir le Parc Sauvage et aussi les futures vidéos qui vont être produites ici. On a des tournages de prévus pendant tout le mois de mars, ça va être génial. Alors on se dit à très bientôt. Ciao.